Salut, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis dessinateur-projeteur, ce qui veut dire que je passe mes journées à transformer des idées en ligne sur un écran. J'habite à Lyon, sous les toits de la Croix-Rousse, et ce soir, la pluie martèle mon Velux. Je trace un chemin dans la condensation sur la vitre avec mon index, suivant une goutte d'eau qui glisse lentement vers le bas, comme si elle n'avait nulle part où aller. C'est un bruit familier. Ma routine est réglée comme une horloge. Le matin, l'odeur du café fort et du bois fraîchement poncé qui vient du coin de mon salon. La journée, le poids précis de mes stylos techniques sur le papier calque. Le soir, je redresse une pile de plans sur la table, j'aligne mes outils. Chaque chose à sa place. C'est un ordre que je construis pour ne pas penser au silence qui s'installe juste après, quand il n'y a plus rien à ranger. Dans ma famille, on ne parlait pas. On réparait des choses. Une étagère cassée, un moteur qui tousse. Mon père me montrait son affection en vérifiant la pression de mes pneus. J'ai gardé ça. Je passe une main sur le dossier d'une vieille chaise que je restaure. Le contact du bois usé, presque doux, est une conversation que je comprends. C'est simple, c'est solide. Il n'y a pas de risque de dire la mauvaise chose, de ne pas trouver les mots. Ce mardi, l'interphone a sonné à 11h passées. Le son strident a déchiré le calme. En me levant, mon genou a heurté la table basse et une petite boîte de vis est tombée, leur cliquetis métallique se répandant sur le parquet. J'ai marché dessus sans m'arrêter pour les ramasser. Ce n'était pas une sonnerie habituelle. C'était une urgence qui ne disait pas son nom. Je sentais mes paumes devenir moites en approchant du mur. J'ai appuyé sur le bouton, le pouce tremblant. La voix de Chloé, à travers le grésillement, était si petite et si fragile. Rien à voir avec son rire qui d'habitude faisait trembler ses épaules. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte en bas. J'ai attendu devant ma propre porte, la main posée sur la poignée froide, écoutant le bruit de l'ascenseur qui montait lentement les étages. Quand j'ai ouvert, elle était là. Les yeux étaient gonflés. Son mascara avait légèrement coulé. Elle serrait la lanière d'une petite valise, ses doigts si crispés que ses jointures étaient blanches. Une mèche de ses cheveux châtains était collée sur sa joue par la pluie. Elle n'a rien dit. Elle a juste planté son regard dans le mien et j'ai vu tout le chaos qu'elle retenait derrière ses cils humides, un barrage sur le point de céder. Je me suis écarté pour la laisser entrer. La roue de sa valise a fait un bruit sourd sur le plancher. Elle l'a laissé près de l'entrée comme si elle pesait une tonne. « Il m'a trompé », a-t-elle dit, et sa voix était plate, sans aucune inflexion. Avec Sophie. Le nom de sa meilleure amie est resté suspendu dans l'air. J'ai refermé la porte derrière elle. Et le déclic de la serrure a résonné lourdement dans l'appartement. Je suis allé à la cuisine, j'ai rempli la bouilloire et j'ai appuyé sur le bouton. Le bruit de l'eau qui commençait à chauffer était la seule chose qui brisait le silence. J'ai attrapé ma tasse préférée, celle avec un petit éclat sur le bord, et j'y ai mis un sachet de tisane. Je sentais son regard sur moi, qui suivait chacun de mes gestes. C'était un regard lourd, qui attendait quelque chose, n'importe quoi. Je lui ai tendu la tasse chaude. Ses mains, que je voyais d'habitude tachées d'encre de Chine ou de peinture, tremblaient un peu. Elle a pris la tasse avec ses deux mains, comme pour se réchauffer. Elle l'a approchée de son visage, a fermé les yeux en inspirant la vapeur, mais elle n'a pas bu. Elle était restée comme ça, immobile, le visage caché derrière le nuage de buée qui s'élevait. J'ai pris la télécommande et j'ai mis une vieille série de science-fiction qu'on connaissait par cœur. Son familier des dialogues a un peu détendu l'atmosphère. J'ai attrapé le sweat gris qui était jeté sur le dossier de ma chaise, celui que je porte tout le temps. Il est usé, incroyablement doux. Je le lui ai tendu sans un mot. C'était tout ce que je pouvais faire, un geste simple pour la couvrir, la protéger du froid. Elle l'a enfilé par-dessus ses vêtements. Le sweat était bien trop grand pour elle. Les manches recouvraient entièrement ses mains. Elle s'est assise sur le bord du canapé, a ramené ses genoux contre sa poitrine et a enfoui son visage dans le tissu. Elle a inspiré profondément, comme si elle cherchait mon odeur. Je me suis assis dans le fauteuil en face et j'ai commencé à tirer sur un fil qui dépassait de la coudoir. Les minutes se sont étirées, devenant 1 heure, puis 2. La série s'est terminée, une autre a commencé. Finalement, elle a relevé la tête. Ses yeux étaient un peu moins embués. « Je peux rester sur le canapé ce soir, Léo ?» Sa voix était à peine un murmure. J'ai hoché la tête, puis je me suis levé pour aller chercher une couverture dans l'armoire. Pour cette nuit, Chloé serait là, dans mon appartement, et c'était la seule chose qui comptait. Le lendemain matin, l'odeur du café a rempli l'appartement.
Chloé était assise à ma table, dans mon sweat gris, les manches recouvrant ses mains. Elle tenait la tasse que je lui avais donnée la veille, celle avec l'éclat sur le bord. Elle la faisait tourner lentement entre ses paumes, regardant la vapeur monter en spirale. Je lui ai servi une tartine, et nos doigts se sont frôlés quand elle l'a prise. Elle a sursauté, un tout petit mouvement. Elle est partie 1 heure plus tard. J'ai entendu le bruit de la serrure, puis le son de la roue de sa valise s'éloignant dans le couloir. Je suis resté debout au milieu du salon. L'air semblait plus vide, plus silencieux. J'ai ramassé sa tasse sur la table. Elle était encore tiède. J'ai passé mon pouce sur le bord, là où ses lèvres s'étaient reposées, avant de la mettre dans l'évier. J'ai laissé couler l'eau dessus un long moment. 3 jours ont passé. Mon téléphone a vibré sur la table de travail, faisant bouger une mine de crayon. Un message d'elle. Café ? C'était tout. Je l'ai rejointe au Café des Tissus, notre ancien repère d'étudiants. Je suis arrivé le premier. J'ai choisi la table du fond, près de la fenêtre. J'ai essuyé avec une serviette une trace d'eau invisible sur le bois sombre, juste pour occuper mes mains en attendant. Elle est entrée, la petite cloche au-dessus de la porte a tinté. Elle avait attaché ses cheveux avec un crayon, comme elle le faisait toujours quand elle devait se concentrer. Quelques mèches s'en échappaient et encadraient son visage. Elle m'a souri, un sourire léger qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche s'est plissée. Elle s'est assise en face de moi, posant son sac sur la banquette. On a parlé de choses sans importance. La pluie, un nouveau projet au cabinet, le film qui passait au cinéma du coin. Elle remuait son café, créant un petit tourbillon dans la tasse. Elle n'a pas mentionné Marc ni Sophie. Moi, je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement écouté le son de sa cuillère qui heurtait la porcelaine, un rythme régulier qui comblait les blancs dans notre conversation. La semaine suivante, on s'est retrouvés pour marcher le long des quais de Saône. Le ciel était bas et gris, de la même couleur que l'eau du fleuve. Le vent faisait claquer les drapeaux sur les péniches amarrées. J'ai enfoncé mes mains dans les poches de ma veste. Chloé a remonté la fermeture éclair de son manteau jusqu'à son menton, marché en silence pendant un moment. Nos pas synchronisés sur les pavés humides. Elle m'a parlé d'un concours qu'elle hésitait à faire. « Je ne sais plus si mes idées sont bonnes », a-t-elle dit, sa voix un peu étouffée par le col de son manteau. Elle s'est arrêtée, a ramassé un galet plat au bord de l'eau. Elle l'a lancé d'un geste sec. La pierre a ricoché 1, 2, 3 fois avant de disparaître dans l'eau sombre. Elle a regardé le point d'impact, les cercles qui s'élargissaient à la surface. J'ai fouillé dans la poche de mon sac et j'en ai sorti mon vieux Kutch, ma règle d'architecte. Le métal était froid et usé par les années. « Tiens », je lui ai dit, « le mien de première année, il m'a toujours porté chance. » Je l'ai posé dans sa paume ouverte. Ses doigts se sont refermés dessus. Elle a baissé les yeux sur l'objet, le faisant rouler entre son pouce et son index, sentant le poids du métal. Nos rendez-vous sont devenus une routine. Le mardi, 18 h, au Café des Tissus. C'était un accord tacite. On n'avait plus besoin d'envoyer de messages. J'arrivais, je m'asseyais à notre table et je commandais un noisette pour elle, sans sucre. Le serveur me saluait d'un signe de tête. Il avait compris. Quelques minutes plus tard, la petite cloche tintait et elle apparaissait dans l'encadrement de la porte. Parfois, on ne parlait presque pas. On sortait nos carnets et on dessinait, chacun plongé dans ses projets. Le seul bruit était celui de nos crayons sur le papier. Je la regardais parfois par-dessus mon carnet. Je la voyais tapoter son index sur ses lèvres quand une idée lui échappait, ou incliner la tête sur le côté, les sourcils froncés. On reconnaissait chacun de ses gestes par cœur. Elle a ri en voyant un petit personnage que j'avais gribouillé dans la marge d'un plan de coupe. Ce n'était pas un grand rire sonore, c'était juste ses épaules qui se mettaient à trembler silencieusement, ses yeux qui se plissaient au coin. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. J'ai vite retourné la page, attrapant ma gomme comme si je devais corriger une erreur urgente, le cœur battant un peu trop vite contre mes côtes. Il y a 2 semaines, elle m'a demandé de l'aide pour monter une bibliothèque dans son nouveau studio, un petit espace temporaire qu'elle avait loué. Le lieu sentait la térébenthine et la peinture fraîche. On a soulevé le meuble ensemble, nos mains agrippées au bois brut. J'ai senti la chaleur de son bras contre le mien. On a manœuvré dans l'espace étroit, nos souffles se mêlant dans l'air frais de la pièce. On a posé la bibliothèque contre le mur. Nos mains sont restées sur le bois, à quelques centimètres les unes des autres. L'espace entre nous s'est resserré. Je pouvais sentir l'odeur de son shampoing, quelque chose de propre et de végétal. Elle a levé la tête. Son regard a croisé le mien et il est resté là,
Une seconde de trop. J'ai vu ses pupilles se dilater légèrement. J'ai arrêté de respirer. Mes doigts se sont crispés sur le bois. J'ai senti le grain sous mes ongles. Elle a mordu le coin de sa lèvre inférieure, un geste presque imperceptible. Mon regard a glissé vers sa bouche, puis est remonté vers ses yeux. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais aucun son n'est sorti. J'ai juste avalé ma salive, le bruit résonnant dans le silence total de la pièce. C'est elle qui a rompu le contact la première. Elle a retiré ses mains, a fait un pas en arrière. « Merci, Léo », a-t-elle dit, sa voix un peu plus basse que d'habitude. Elle s'est tournée et a commencé à aligner des livres sur l'étagère du bas, nous donnant à tous les deux une raison de ne plus nous regarder. Ses gestes étaient des précis, presque mécaniques. J'ai attrapé ma veste sur une chaise, les doigts soudain maladroits. Si cette histoire commence à résonner en vous, si vous connaissez ce genre de silence qui en dit trop, alors restez encore un peu avec moi. Abonnez-vous, laissez un like pour que je sache que vous êtes là. Laissez-moi vous raconter la suite, parce que c'est là que tout a basculé. Pendant des années, on n'avait été que des amis, mais depuis 6 semaines, nos mardis au café et son couch dans sa poche avaient changé quelque chose. Et ce soir-là, face à cette bibliothèque, on l'avait senti tous les deux. Après la soirée à la bibliothèque, je suis resté assis dans le noir chez moi pendant 1 heure, une clé à molette froide dans la main. Je la faisais tourner et retourner sans but, le métal usé contre ma paume. L'image de son regard, juste avant qu'elle ne se détourne, était imprimée derrière mes paupières. J'ai fini par me lever et j'ai resserré un boulon déjà bien fixé sur le pied de ma table, juste pour entendre un son qui ait du sens. Le mardi suivant, au café, l'air entre nous était différent. Elle n'a pas sorti son carnet tout de suite. Elle a passé son index sur le bord de sa tasse de noisettes, encore et encore, suivant la courbe de la porcelaine. Son regard restait fixé sur ce petit mouvement circulaire, comme si c'était la chose la plus importante au monde. J'ai plié et déplié ma serviette en papier jusqu'à ce qu'elle soit... Elle a fini par parler. Pas de marque, mais de leur ancien appartement. Elle m'a décrit une fissure au plafond de leur chambre, une ligne fine en forme de higue qu'elle fixait les nuits où elle ne trouvait pas le sommeil. Elle a dit ça d'une voix neutre en continuant de caresser sa tasse. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté d'écouter le bruit des conversations autour de nous, le tintement des cuillères. J'ai attrapé le sucrier en porcelaine blanche et je l'ai fait glisser doucement sur la table vers elle. Geste simple, une offre muette. Elle a levé les yeux de sa tasse, surprise. Son regard a croisé le mien 1 seconde. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil s'est plissée. J'ai secoué la tête, un mouvement minuscule, et j'ai ramené le sucrier vers moi, mes doigts un peu maladroits sur la porcelaine froide. Les semaines sont devenues 1 mois, puis 2. C'était novembre. Le vent sur les quais de Saône nous glaçait le visage. Elle m'a raconté comment elle avait rencontré Marc, à une soirée de la fac. Elle a dit qu'il avait l'air de savoir exactement où il allait. Pendant qu'elle parlait, elle a fourré ses mains plus profondément dans les poches de son manteau, ses épaules rentrées comme pour se protéger d'un froid qui ne venait pas que du temps. Je l'ai vue tirer sur un fil qui dépassait du poignet de son gant en laine. Je n'ai pas cherché de mots pour la rassurer. J'ai juste ralenti le pas pour me caler sur le sien, nos chaussures faisant le même bruit sourd sur les pavés humides. On a marché comme ça un long moment, en regardant les péniches se balancer doucement sur l'eau grise du fleuve, laissant ses mots se dissoudre dans l'air glacial. Mardi, elle a apporté un grand carton à dessin au café. Elle a étalé les plans de son projet de concours sur notre table. Ses mains, avec de petites taches de pastel sec sous les ongles, se déplaçaient avec une nouvelle assurance sur le papier. C'était un projet audacieux, plein de lumière et d'espace ouverts. Elle m'a montré les détails, tapotant du bout de son crayon sur les esquisses. Mon doigt a suivi la ligne d'une verrière qu'elle avait dessinée, s'arrêtant à quelques millimètres de sa main. « C'est bien ça », j'ai murmuré. Elle a relevé la tête, et cette fois, son sourire a atteint ses yeux. Ils se sont plissés au coin. J'ai senti une chaleur me monter au visage. J'ai vite retiré ma main et me suis raclé la gorge, attrapant ma tasse de café comme une bouée de sauvetage. Un soir, mon téléphone a vibré. C'était elle. Sa voix était tendue. Elle venait de croiser Sophie dans la rue. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste commencé à décrire le manteau que Sophie portait. Un manteau vert sapin, avec des boutons en bois. Elle en a décrit la coupe, le tissu, dont il tombait sur ses épaules, avec une précision clinique. Téléphone serré dans ma main. « Ne bouge pas », je lui ai dit. J'ai enfilé mes chaussures sans prendre de veste et j'ai marché sous la pluie fine jusqu'à son studio. Quand elle m'a ouvert, j'étais trempé.
Je ne suis pas entré. Je lui ai juste tendu un petit sac en papier qui contenait un pain au chocolat encore tiède. Elle l'a pris, le regard perdu. Puis elle a finalement reculé pour me laisser entrer dans le couloir. S'est assis par terre, au milieu de son atelier, le dos contre un mur froid. On a mangé les viennoiseries en silence. Puis elle a parlé. De la sensation d'être une figurante dans sa propre vie pendant des années. Elle émiettait des morceaux de croissant sur son jean, sans même s'en rendre compte, son regard fixé sur un pot de peinture séché dans un coin de la pièce. Elle a fouillé dans sa trousse et en a sorti mon vieux Kutch. Le métal semblait presque briller dans la lumière crue de l'ampoule nue. Je le garde toujours avec moi, a-t-elle dit avant la chance. Elle l'a posé sur le parquet entre nous. L'objet semblait lourd de toutes les conversations que nous n'avions jamais eues, de tous ces mardis passés au café. J'ai tendu la main et j'ai posé mes doigts sur la règle. Ils ont effleuré les siens. Ce n'était pas un accident. Une petite décharge a parcouru mon bras. Elle n'a pas bougé. Je n'ai pas bougé non plus. On est resté comme ça, juste le bout de nos doigts qui se touchaient. Un point de contact fragile dans le silence de son atelier, avec l'odeur de térébenthine qui flottait autour de nous. Notre routine s'est approfondie. Je passais parfois à son studio après le travail pour l'aider sur des détails techniques. Je me penchais par-dessus son épaule pour regarder son écran, mon bras frôlant le sien. L'odeur de son shampoing se mêlait à celle du café et du bois. Je faisais semblant de me concentrer sur les lignes du plan. Mais j'étais juste conscient de sa chaleur, si près de moi. Nos amis communs ont commencé à poser des questions. « Vous êtes tout le temps ensemble, tous les deux ?» m'a lancé un soir Antoine, un copain de la fac. J'ai senti le poids de son regard curieux. J'ai juste haussé les épaules, j'ai ajusté mon sac et j'ai changé de sujet, parlant d'un chantier compliqué au bureau, la gorge soudainement sèche. Elle a commencé à laisser des traces de son passage chez moi. Un livre sur l'architecture japonaise, oublié sur mon écharpe en laine oubliée sur le dossier d'une chaise. Parfois, une tasse avec un fond de thé froid. Je ne touchais à rien. Ces objets étaient comme des balises, des rappels silencieux de sa présence dans mon univers si mon ordre devenait un désordre partagé. Un soir, on a regardé un vieux film en noir et blanc chez moi. Assise à l'autre bout du canapé, elle s'est endormie. Sa tête a glissé sur un coussin, ses cheveux défaits de leur chignon habituel. Une mèche tombait sur sa joue. Elle respirait doucement, un petit sifflement à chaque expiration. J'ai arrêté de suivre le film, mon attention entièrement captée par elle. Je me suis levé sans faire de bruit. J'ai traversé la pièce sur la pointe des pieds pour éteindre la lumière principale. Dans la seule lueur du téléviseur, je l'ai regardée dormir. J'ai pris le plaid jeté sur mon fauteuil et je l'ai déplié doucement sur elle. Mes doigts ont effleuré sa peau une fraction de seconde. Elle a soupiré dans son sommeil, mais ne s'est pas réveillée. Je suis retourné m'asseoir, mais l'histoire à l'écran n'avait plus d'importance. J'ai pris un carnet et un fusain. J'ai commencé à la dessiner. La courbe de son cou, la façon dont sa main était repliée près de son visage. Je dessinais les ombres que la lumière de l'écran créait sur elle. J'ai rempli la page, mes doigts devenant noirs de poussière de charbon. 3 mois 3 mois qu'elle avait sonné à ma porte avec sa petite valise. Elle dormait sur mon canapé, et le silence de l'appartement n'était plus le même. Il était habité. Je savais que tout ça n'était que temporaire. Et pourtant, en la regardant, j'ai refermé mon carnet de croquis. Une sensation étrange m'a serré la poitrine. J'ai su que quelque chose devait changer. Bientôt. Le noir de la chambre était total, à l'exception du rectangle pâle du Velux. La pluie tambourinait doucement sur la vitre, un rythme lent et régulier. J'étais allongé sur le dos, les mains posées sur mon ventre, sentant le poids de la couette. À côté de moi, dans l'espace qui me semblait immense, j'entendais le souffle léger de Chloé. Chaque inspiration, chaque expiration, remplissait le silence entre nous. Les doigts se sont crispés sur le tissu du drap, le tordant légèrement. Sa voix a fendu l'obscurité, un murmure à peine audible. Mon corps s'est raidi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste attendu, retenant ma propre respiration. Elle a poursuivi, sa voix un peu rauque, comme si elle retenait des larmes. D'avoir tout. Le matelas a légèrement bougé sous son poids quand elle a parlé, et j'ai senti cette petite ondulation se propager, une onde de choc minuscule et intime. Les mots flottaient entre nous. Je les sentais peser sur ma poitrine. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais voulu dire quelque chose. Café où je l'écoutais parler de lui. J'ai commencé à tracer une ligne imaginaire sur la couette avec mon index, un chemin sans but qui ne menait nulle part. C'était plus facile, c'était plus sûr. Je pouvais sentir la texture du tissu usé sous mon doigt.
Mon père n'aurait rien dit. Il aurait vérifié la pression de ses pneus le lendemain matin. C'était ça, notre langage. Une réparation. Dire « de rien maintenant », c'était refermer la porte, remettre le verrou. Rester l'ami sûr, le refuge silencieux. Ma gorge s'est nouée. J'ai avalé ma salive, le bruit me paraissant assourdissant dans le calme de la chambre. Je pouvais la garder comme amie pour toujours si je me taisais maintenant, si je laissais le moment passer. Mais l'image de son visage à la porte est revenue, ses yeux cernés, sa valise à la main. Puis j'ai revu son rire silencieux, celui qui faisait trembler ses épaules. J'ai pensé à l'appartement vide, au silence qui reviendrait si elle partait. Sous la couette, j'ai lentement desserré mon poing. Mes doigts se sont dépliés un par un, abandonnant la tension. Le risque de la perdre en parlant était immense. Mais le risque de la perdre en me taisant était devenu insupportable. Une phrase a commencé à se former dans ma tête, un assemblage de mots dangereux et inconnus. Je n'avais jamais rien dit de tel de toute ma vie. J'ai tourné la tête sur l'oreiller, vers sa silhouette indistincte dans le noir. Je ne voyais rien, mais je sentais sa présence, chaude et réelle, à quelques centimètres de moi. J'ai pris une inspiration, l'air frais de la nuit remplissant mes poumons. C'était comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. Et si tu ne repartais jamais ? Les mots sont sortis, plus bas que ce que j'avais prévu, presque un souffle. Ils ont flotté dans l'air, entre nous deux. Dehors, la pluie a semblé s'arrêter d'un coup. Le silence n'était plus un silence confortable. C'était un vide total, assourdissant, où chaque seconde qui passait creusait un peu plus la distance entre nous. Mes oreilles se sont mises à bourdonner légèrement, un son aigu et persistant. Fermez les yeux. C'était une erreur. J'avais tout cassé. L'amitié, la confiance, ce fragile équilibre qu'on avait mis des années à construire. J'ai attendu le bruit du drap qui se soulève, le son de ses pieds sur le parquet. J'ai attendu qu'elle quitte la pièce, qu'elle quitte ma vie pour de bon. Une vague de froid m'a envahi, partant de ma poitrine pour atteindre le bout de mes doigts. J'ai serré les dents, ma mâchoire devenant douloureuse sous la pression. Puis j'ai senti un mouvement. Pas celui que j'attendais. Le matelas s'est enfoncé près de moi. Un déplacement lent, prudent, presque hésitant. J'ai senti son souffle sur ma joue, chaud dans l'air frais de la chambre, avant même de sentir autre chose. Je n'osais pas bouger, je n'osais pas respirer. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Un tambour affolé qui trahissait toute ma peur. Elle était si proche, son front a touché le mien. Un contact si léger, presque irréel. La chaleur de sa peau contre la mienne. Quelques mèches de ses cheveux ont effleuré ma tempe. J'ai inspiré son odeur, celle du tissu de mon sweatshirt mêlé à quelque chose qui n'appartenait qu'à elle. Je suis resté parfaitement immobile, suspendu à ce contact, à ce silence qui n'était plus vide, mais plein d'une attente insoutenable, le monde entier réduit à ce point de contact entre nous deux. Son contre le mien. La chaleur de sa peau a traversé la mienne, un point de contact singulier qui a arrêté le temps. J'ai senti une mèche de ses cheveux effleurer ma tempe. J'ai fermé les yeux, me concentrant sur cette sensation, sur la texture de son souffle contre ma joue. Mon corps était complètement immobile, chaque muscle tendu dans l'attente. J'avais l'impression que le moindre mouvement de ma part pourrait briser ce moment comme une vitre sur le point de se fissurer. Puis sa voix, un murmure si bas que je l'ai plus senti que entendu. Ça fait 3 ans que j'attendais d'entendre ça. Les mots ont atterri doucement dans le silence. J'ai expiré lentement, un souffle que je ne savais même pas que je retenais. Sous la couette, ma main qui était crispée en un point serré s'est lentement détendue, doigt par doigt. La tension a quitté mes épaules, s'écoulant hors de moi comme de l'eau. J'ai senti le matelas s'enfoncer un peu plus sous mon poids. Il n'a pas bougé, son front toujours collé au mien. Elle a continué de parler, sa voix à peine plus qu'un souffle. Des phrases courtes, hachées. Elle parlait de nos mardis au café, de la façon dont je commandais toujours son noisette avant même qu'elle n'arrive, de la façon dont je la laissais parler sans jamais la couper. Pendant qu'elle parlait, sa main a trouvé mon épaule, et son index a commencé à tracer de petits cercles lents sur le tissu de mon t-shirt. J'ai enfin trouvé ma propre voix. Elle est sortie rauque, cassée. J'ai failli ne rien dire. Les mots semblaient un étranger dans ma propre bouche. J'ai levé une main, le mouvement lent et délibéré dans l'obscurité.
Mes doigts ont trouvé ses cheveux, hésitant une seconde avant de repousser doucement une mèche de son visage. Le contact de leur douceur soyeuse a envoyé une décharge le long de mon bras. C'était la chose la plus courageuse que j'avais faite de toute ma vie. Elle s'est légèrement reculée, juste assez pour que nos fronts se séparent. L'air frais de la chambre s'est engouffré entre nous. Je ne pouvais voir que la forme vague de son visage dans la pénombre. « Pourquoi tu n'as rien dit avant ?» Sa question n'était pas un reproche, juste une curiosité douce. Sa main a glissé de mon épaule à mon bras, ses doigts se resserrant sur le coton, comme pour s'ancrer. Je sentais la légère pression de chacun de ses doigts. J'ai avalé ma salive. Chez moi, on ne parlait pas, on réparait les choses. J'ai pensé à mon père, à ses mains calleuses sur un moteur. Je te voyais avec Marc. Alors je me suis contenté d'être là, solide, comme un mur bien construit. Ma main libre a trouvé le drap à côté de moi et a commencé à lisser un pli invisible, encore et encore. C'était un geste mécanique, un besoin de faire quelque chose de mes mains. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Le poids était léger, mais il m'a ancré dans le présent. J'ai senti ses cheveux contre mon cou. « Tu as réparé beaucoup de choses, Léo », a-t-elle murmuré contre ma peau. J'ai senti un long soupir traverser son corps, et la tension qui restait en elle a semblé se dissoudre. Elle s'est blottie un peu plus contre moi, trouvant sa place comme si elle l'avait toujours connue. Sa main a agrippé la manche de mon vieux sweatshirt qu'elle portait. Usé s'est plissé sous ses doigts. Elle dit, sa voix étouffée par le coton. Elle a enfoui son visage dans le creux de son épaule, dans le vêtement qui portait mon odeur. J'ai senti le petit mouvement de sa tête contre moi. Cet objet, ce morceau de tissu, était devenu un langage à lui tout seul, un pont silencieux entre nous deux. Il était temps d'arrêter les questions hypothétiques. J'ai pris une inspiration. Chloé. J'ai attendu qu'elle réponde par un petit son d'interrogateur, un léger murmure. Reste. Le mot était simple, direct, un ordre, mais aussi une prière. Ce n'était plus une question sur ce qui pourrait être. C'était une demande pour ce que je voulais, maintenant. Dans le silence, j'ai tourné ma main sous la couette, la paume ouverte vers le haut, une invitation muette. Elle n'a pas répondu avec des mots. J'ai senti ses doigts, d'abord hésitants, puis plus assurés, glisser dans ma paume ouverte. Sa peau était fraîche contre la mienne. J'ai refermé ma main sur la sienne, mes doigts s'enroulant autour des siens. La prise était ferme, un contact solide et sans équivoque dans l'obscurité. C'est une promesse silencieuse, une réponse plus claire que n'importe quelle phrase qu'elle aurait pu prononcer. Sa voix est revenue, plus forte cette fois, débarrassée de ses tremblements. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Ça aurait pu sonner triste, mais dans sa bouche, c'était une simple déclaration de fait. Puis elle a ajouté, après une pause, en serrant ma main, « Je crois que je suis déjà à la maison. » Ces mots ont résonné en moi, comblant un vide que j'ignorais porter depuis des années. On est resté comme ça un long moment, nos mains jointes, nos corps proches. La pluie avait repris, un tambourinement doux sur le velux. J'ai commencé à caresser le dos de sa main avec mon pouce, suivant les lignes de ses jointures. Il n'y a rien à dire. La décision avait été prise. Elle était là, et elle allait rester. Le silence entre nous n'était plus une absence de mots, mais une présence partagée. Peu à peu, j'ai senti sa respiration devenir plus lente, plus profonde. Son corps s'est alourdi contre le mien, complètement détendu par le sommeil. Je suis resté éveillé, les yeux fixés sur le plafond, notre contact me reliant à elle. Le rectangle gris du velux a commencé à pâlir, annonçant l'aube imminente. J'ai senti quelque chose se réaligner en moi, un déclic silencieux, comme la dernière pièce d'un meuble que l'on assemble enfin. J'ai fermé les yeux, non pas pour dormir, mais pour ressentir. Le poids de sa tête sur mon épaule, la chaleur de sa main dans la mienne. Pour la première fois depuis que j'habitais ici, le silence de mon appartement n'était pas vide, il était simplement calme. Je savais que le matin à venir serait différent, que chaque matin, à partir de maintenant, serait différent. Tout avait changé. Le premier matin a été suivi par un autre, puis une semaine, puis un mois. Notre routine s'est installée sans qu'on en parle. Je me réveillais le premier, attiré par l'odeur du café. Je la trouvais dans la cuisine, déjà debout, les cheveux en désordre, portant ce même sweatshirt gris. Elle me souriait par-dessus le bord de sa tasse, celle avec le petit éclat qui était devenue la sienne. Je prenais la mienne, et on restait là, à écouter la ville s'éveiller. Mon appartement a changé. Ses livres se sont glissés entre les miens sur les étagères,
créant un désordre coloré dans mes rangées de manuels techniques. Un de ces crayons à dessin traînait toujours sur ma table de travail. Un jour, j'ai machinalement tendu la main pour le ranger avec les miens, puis je me suis arrêté. J'ai laissé le crayon là où il était. Cet espace n'était plus seulement le mien. J'ai passé un doigt sur le bois, sentant sa présence dans cet objet. On est retourné marcher le long des quais de Sohn. Le ciel était toujours aussi bas, mais le gris semblait moins lourd. Nos mains se sont frôlées une fois, deux fois. Puis j'ai simplement ouvert la mienne et elle y a glissé la sienne sans hésiter. Ses doigts étaient froids. Je les ai serrés dans les miens. On a continué à marcher, nos pas synchronisés, sans rien dire. Le contact de nos peaux suffisait. Une conversation silencieuse qui disait tout ce qui avait besoin d'être dit. Les jours difficiles existaient encore. Un soir, en regardant un film, une scène a dû lui rappeler quelque chose. J'ai vu ses épaules se raidir, son regard se perdre dans le vague. Elle a serré la couverture plus fort autour d'elle. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste passé mon bras autour d'elle et je l'ai attirée contre moi. Elle a posé sa tête sur mon épaule, un poids léger et confiant. J'ai senti son souffle se calmer contre mon cou, un long soupir qui relâchait une tension invisible. Je me suis surpris à penser à l'homme que j'étais avant. Celui qui rangeait ses outils chaque soir pour ne pas affronter le silence. Maintenant, le silence était différent. Il était plein d'elle. Assis par terre dans le salon, je ponçais le pied d'une vieille commode tandis qu'elle dessinait à côté de moi. Le seul bruit était le frottement du papier de verre sur le bois et le crissement de son fusain. J'ai levé les yeux vers elle, et j'ai su que je n'avais jamais été moins seul. Le sweatshirt gris avait trouvé sa place. Il était presque toujours posé sur le dossier de la chaise dans notre chambre. C'était la première chose qu'elle enfilait les matins froids ou les soirs de fatigue. C'était devenu une seconde peau, un refuge. La voir le porter ne me surprenait plus. C'était juste une partie du paysage, un rappel constant et doux de cette nuit où tout avait basculé, où une simple pièce de tissu était devenue le début de notre histoire. Un mardi, on est retourné au café des tissus. Le serveur nous a vus arriver et a préparé nos commandes sans qu'on ait à parler. Assis à notre table, je l'ai regardée. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil se plissait toujours quand elle souriait. Mais son sourire atteignait maintenant ses yeux. Je me suis souvenu de tous les mardis passés ici, à la regarder de l'autre côté de la table, un gouffre entre nous. J'ai tendu la main et j'ai effleuré ses doigts. Elle a souri. Ce matin, le soleil filtrait à travers le Velux, dessinant des rectangles de lumière sur le parquet. Je me suis levé et je l'ai trouvée dans la cuisine, le dos tourné, préparant à porter mon sweat. L'odeur du café se mêlait à celle de la pluie de la nuit. Je me suis approché, j'ai posé mes mains sur sa taille et ma tête dans le creux de son cou. Je lui ai tendu sa tasse. Dans le calme du matin, j'ai compris que ce n'était pas une fin, mais le premier jour de tout le reste.